Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier Je m'appelle Romain. Et je m'appelle JC. et ce podcast est notre création pour les passionnés d'histoire. Retrouvez-nous sur notre site internet www.meropodcast.fr pour en savoir plus sur notre projet. Et n'hésitez pas à nous écrire ou à nous laisser une appréciation sur votre application de podcast. On aime les feedbacks. Ceci est l'épisode 6. Il est libre, Hermann. Nous allons continuer d'explorer le monde des tribus germaniques et la vie de notre nouvel ami, Hermann, le fermier gangsta à ses heures perdues. Pendant encore quelques épisodes. Et oui, je suis sûr que comme nous, vous êtes impatients de rentrer dans le vif du sujet des Francs à l'assaut de l'Empire romain. Mais passer un peu de temps à explorer le monde germanique, d'où viennent les Francs, est essentiel pour vraiment comprendre le monde de Clovis. Alors revenons à Hermann, notre villageois favori, qui vit aux marges du monde romain en cette fin de 1er siècle. Loin des gros stéréotypes sur les barbares, Hermann le fermier habite dans un village. Et pas comme un ermite, mais au sein d'un clan, la Zippe, qui regroupe sa famille proche et lointaine, une communauté soudée qui partage les risques et les ennuis et fait face en groupe à toutes les menaces. Mais l'appartenance au clan n'est pas le seul facteur d'identité qui définit Hermann. Explorons dans cet épisode le monde des tribus qui structurent aussi l'espace germanique. Dans notre récit, on a déjà parlé de deux façons très différentes de voir qui est Hermann. Deux façons d'envisager son identité. D'abord, Hermann est avant tout un fermier. Il vient d'une société majoritairement agricole, composée de petits villages, entourés de champs et peuplés de bétail. Et Hermann fait aussi partie du grand monde des tribus germaniques. C'est un Germain, vivant comme des millions d'autres sur un large territoire au nord de l'Europe, partageant une langue vaguement commune et une culture assez similaire avec tous ses autres congénères germains. Mais il est très douteux que Hermann lui-même se considère comme un Germain. C'est les Romains qui l'appellent ainsi. Lui ne connaît même pas ce mot de Germain. Et il n'a pas conscience d'appartenir à un grand monde culturellement uni dans la grande plaine d'Europe du Nord. À ses yeux, il n'a sans doute que très peu de points communs avec ses fameux congénères, voire pas du tout. Et en même temps, il n'est pas sûr que Hermann se voit non plus comme un paysan, que ce qui constitue son occupation principale soit forcément le socle unique de son identité. Tacite nous raconte exactement l'inverse d'ailleurs, et je cite: il serait moins facile de les convaincre de labourer la terre et de patienter toute une année que de provoquer l'ennemi. Bizarre quand même. Comment des hommes majoritairement agriculteurs sont vus par les Romains comme détestant les travaux agricoles? Évidemment, ça peut être une simple erreur de l'historien, à cause de la terreur générale qu'inspire la force militaire des Germains. Et il se peut aussi que Tacite généralise à toute la population un état d'esprit particulier chez les chefs de guerre et l'applique à tout le monde. Deux erreurs qui pourraient expliquer l'écart entre perception et réalité. Mais inversement, ça peut aussi être le reflet de comment les Germains se voient eux-mêmes dans le fond. Cette vie de fermier n'est peut-être pas leur idéal ou le sens qu'ils donnent à leur propre vie. Ce n'est peut-être à leurs yeux qu'un job ingrat, nécessaire pour survivre, mais dont ils ne tirent ni gloire ni honneur, ni même un sens pour leur existence. D'accord. Tu veux dire comme aller faire des courses en grande surface ou être employé dans un job détestable au XXIe siècle. Ça peut manger la majeure partie de votre temps, mais sans être la clé qui vous définit comme personne. Vous vous considérez plutôt comme un citoyen, comme un syndicaliste, comme un président de club de pétanque du coin. Tout un tas de choses plus importantes à vos yeux, mais qui ne constituent en fait qu'une petite partie de votre occupation. Mais alors, comment définir Hermann plus justement dans ce cas-là? Bonne question. Pour Tacite, il n'y a pas de doute à avoir.
Hermann et sa Zippe sont membres d'une tribu. Ou, pour utiliser un mot plus moderne, une peuplade, un ensemble qui donne une identité et un but collectif à la communauté d'Hermann. Pour un Romain, les Germains sont subdivisés géographiquement et culturellement en peuplades distinctes. Des peuplades qui regroupent des clans similaires et qui se vivent comme particuliers et distincts de tous leurs voisins. Ces grandes tribus sont dirigées par des chefs et s'organisent autour d'un système de valeurs communs. Sites religieux partagés, système judiciaire rudimentaire, opérations militaires coordonnées, des rituels et des règles comprises et acceptées par tous les hommes et toutes les ypeux. Chamaves, Bructères, Chauques, etc. Autant de tribus donc voisines et concurrentes qui se partagent l'espace de la Germanie. C'est cette structure, plus ou moins pilotée par des nobles, qui va agréger les clans, à commencer par celle d'Hermann avec les dizaines, les centaines d'autres ypeux de la région. Ok, des grandes peuplades bien distinctes donc, comme même les Romains. C'est la tribu qui unirait plus largement les différentes zippeux en un peuple spécifique avec ses croyances, ses qualités et ses traits partagés. C'est clair, c'est net, c'est carré. Ça sonne bien comme un concept romain en fait, avec des cases bien définies pour placer les gens. Bon, ça sent quand même un peu le stéréotype, non? Oui, et sans contester l'existence réelle de tels groupes, il y a de grands bémols à mettre à cette notion de tribu comme un facteur décisif de la vie d'Hermann. D'abord, les tribus changent tout le temps. Elles se décomposent, elles se recomposent, elles se détruisent et renaissent, sans doute un peu différemment, au gré des événements. Même Tacite semble décrire le phénomène en 98 en parlant des Bructères, qui viendraient juste de se faire expulser de leur territoire par leurs voisins, les Chamaves. Un exemple parmi une quantité d'autres. Vraisemblablement, ces grandes tribus étaient des ensembles assez mouvants. Car quand une guerre ou une famine détruisait la structure politique ou religieuse d'une tribu, il est bien possible qu'une partie de la population et des chefs devaient déménager pour survivre. D'accord, en se regroupant un peu plus loin ou en se fondant au sein d'une tribu voisine avec un mariage ou une alliance. Mais rien ne dit que la Zippetermann, comme la plupart des autres clans, suivait le mouvement. En fait, c'est probablement l'inverse. La plupart des paysans devaient rester là où ils étaient, dans leur village, avec leurs champs et leurs bœufs. Et si un nouveau pouvoir avec de nouveaux chefs s'installait dans la région, le plus vraisemblable est que les hippeux du coin finissaient aussi par s'aligner sur la nouvelle direction. Et si le nouveau pouvoir imposait les normes et les pratiques de la tribu voisine, le plus probable est que Sherman et les siens finissaient par rentrer dans le moule. Donc tu nous dis que cette notion de tribu était vue comme très importante par les Romains, mais en fait rien ne prouve concrètement que c'était un paramètre critique de la vie d'Hermann, que ces tribus étaient des regroupements à géométrie variable en quelque sorte. Ça me plaît ça, ça a l'air assez freestyle ton concept de tribu. Cheveux longs, amour de la liberté. Est-ce que tu vas nous annoncer que la première tribu de surfeurs venait d'Outre-Rhin et pas de Nicaée? Disons qu'il faut accepter l'idée que cette notion de tribu n'est pas un paramètre très solide. Concrètement, rien ne permet d'affirmer que Hermann est au courant qu'il est un chamave. Probablement, personne ne lui a dit, et de toute façon, cette idée ne signifie pas forcément quoi que ce soit de concret pour lui. Les devoirs et les droits que lui conférerait un tel titre sont au mieux extrêmement flous, voire inexistants. Dans un monde tribal sans organisation écrite ou sans réelle forme d'État constitué, le rattachement d'une zippe comme celle d'Hermann à une tribu donnée est sans doute un mécanisme plus fluide et plus négociable qu'il n'y paraît. La plupart des historiens voient cela comme un processus mouvant, qui dépend de la personnalité des chefs et des rapports de force ou d'attraction des tribus pour Hermann et son clan. Les conflits armés, les famines ou les sécheresses, l'émergence de nouveaux groupes et de migrants, ou l'élimination brutale d'un chef lors d'un raid adverse. Autant de péripéties qui vont conditionner l'arrimage ou le décrochage de Hermann et de son village au regroupement plus large, comme les tribus, qui se forment et se désagrègent au fur et à mesure du temps. La plupart des historiens pensent désormais que l'ethnicité, dans le sens de l'identification et l'appartenance à une tribu, est une notion construite et situationnelle. En gros, ce n'est pas un fait qui s'impose à Hermann juste par le jeu de sa naissance, mais plutôt une décision
qu'il va prendre avec son clan ou que les événements leur imposent. Cette vision fluide de l'identité s'accorde mieux avec le fonctionnement bien étudié maintenant des sociétés tribales. Il n'y a jamais eu de frontière étanche entre tribus, ni du point de vue des objets, ni du point de vue des techniques, et sûrement pas du point de vue des hommes. Bon, ok. On oublie la tribu germanique pure et indivisible qui traverserait intacte les âges. Les Romains ont sans doute un peu plaqué sur la Germanie leur conception politique et leurs institutions bien carrées où tout le monde est à sa place et dans son peuple. Et comme les Romains y croyaient, on peut parier que certains chefs germaniques, un peu malins, ont compris au bout d'un moment que pour négocier avec le super pouvoir de l'époque, insister sur leur soi-disant identité tribale devait être bien utile. C'est plus facile de dialoguer avec Rome en se prétendant prince ou roi d'un pays qu'essayer d'expliquer que vous n'êtes qu'un chef de guerre d'une zone mal définie avec des hippeux qui vous obéissent plus ou moins. Mais au final, les tribus même mouvantes, même pas bien solides, existaient quand même. Concrètement, ça pouvait vouloir dire quoi pour Herman et sa clique? Pardon, ça zippe. Herman et son clan ont pas mal d'occasions pour retrouver les autres clans et vivre cette fameuse vie tribale qui a son importance quand même dans la suite de notre histoire. Des rencontres à caractère religieux ou politique régulières qui doivent marquer le calendrier toute l'année. Tacite parle de chaque mois, mais disons plus probablement plusieurs fois par an. À la saison des moissons ou des labours, il est peu probable que Herman passe tout son temps en réunion avec ses amis chamaves plutôt que de s'occuper de son champ et de son bétail. Enfin, soyons honnêtes, rien n'est totalement sûr en la matière. Nous n'avons pas de traces archéologiques de la forme de ces réunions. Mais, en suivant Tacite et les autres auteurs, on peut faire l'hypothèse que les clans se réunissaient à date fixe, sous l'égide de chefs religieux et militaires. Et ces rencontres étaient vues comme importantes pour structurer la vie de la tribu au sens large, et en conséquence, influer sur la vie de ses membres et de leur communauté. Bon, c'est sûr que c'est un peu difficile, même à la lecture des textes romains ou grecs, de reconstituer ces réunions. Il n'est pas évident qu'un romain en comprenait d'ailleurs parfaitement le sens ou la forme de toute façon. C'est un peu la version antique de Rendez-vous en terre inconnue. Même en essayant de sourire à un autre monde, difficile de se détacher de son propre univers culturel. Mais si on devait essayer de faire une projection, ça pourrait ressembler à quoi une réunion du clan d'Hermann et des clans voisins? D'accord, essayons. C'est la fin de la saison froide. Les labours finis, les champs ont été ensemencés. Herman et les hommes du village ont tout préparé pour la prochaine récolte. Les greniers abîmés ont été réparés, les enclos pour les bêtes reconstruits à côté de quelques champs laissés en jachère cette année. Maintenant, en attendant la saison des moissons prévue d'ici quelques mois, la fête religieuse est prévue. Il est temps de se réunir au sanctuaire où les prêtres devront accomplir le rituel de la saison. Ce sera aussi l'occasion de réunir l'assemblée avec tout le peuple. Le rassemblement étant à plusieurs jours de marche, Herman et son clan ont décidé de partir en avance pour ne manquer ce moment sous aucun prétexte. Les hommes se sont équipés avec leurs meilleures armes. Ils ont nettoyé et réparé tout l'équipement pour arriver en force. Personne ne veut paraître à l'assemblée avec un aspect minable, qui n'inspire pas le respect et la crainte chez les autres clans. Et ils ont confié la gestion du village aux anciens et aux femmes, et ont menacé les esclaves des pires représailles si le moindre incident devait se produire durant leur absence. Le rendez-vous se fera autour d'un bois sacré, où se manifeste l'esprit des dieux, ou parfois d'un marécage ou d'un puits. Mais le sanctuaire est toujours un endroit particulier, un lieu consacré où les prêtres élèvent des chevaux blancs et sans tache pour regarder la place. C'est là que les offrandes doivent être jetées, pour apaiser les divinités ou favoriser l'exaucement des vœux. Les clans arrivent donc les uns après les autres au sanctuaire et installent leur campement tout autour, en attendant le début de la fête. Herman et ses compagnons en profitent pour discuter avec les clans voisins, prendre des nouvelles et faire du troc. Ils essaient aussi parfois de régler des conflits avec d'autres hippeux si l'occasion se présente. Il y a toujours des clans avec qui ils se sont embrouillés pour des histoires de bétail ou d'utilisation de terre. Et lorsque la date fixée arrive enfin et que la tribu est rassemblée dans son ensemble, l'assemblée peut avoir lieu. Les prêtres exécutent d'abord les rites sacrés pour obtenir l'assentiment des divinités en sacrifiant quelques animaux. Puis ils libèrent les chevaux blancs
dont l'observation des hennissements va servir de présage important pour tout ce qui doit suivre. Une fois les rituels accomplis, les sacrifices prévus offerts, l'Assemblée et les chefs peuvent enfin s'attaquer aux affaires pressantes. Oui, donc vraisemblablement, les grandes fêtes religieuses ou les assemblées politiques prévues devaient aussi servir de temps communautaire pour la tribu. Sans doute un temps de paix organisé par les prêtres pour permettre à la communauté de se rassembler dans un calme relatif pour une célébration commune. Ça devait être l'occasion pour les hommes libres d'évaluer la force réelle de la tribu, comme celle de leurs zip respectifs. Et aussi l'occasion certainement de discuter des affaires importantes de la tribu. J'ai juste... Dans une tribu, les grandes décisions n'ont d'existence que si la communauté est là pour les entendre et surtout les valider. Sans cette réunion, comment pourrait-on s'accorder sur quoi que ce soit? Et comment faire d'une décision une réalité qui s'impose à chacun quand tout le monde sera revenu dans son village? L'Assemblée, c'est la seule source légitime de l'autorité de la tribu, la seule instance qui peut imposer dans la durée les décisions. Ce sont donc plusieurs heures de palabres qui vont avoir lieu entre les hommes, car les sujets importants sont nombreux pour Herman. Les opérations militaires, la confirmation des chefs, les disputes entre les clans, tous les groupes sont venus avec leur liste de questions et de problèmes à régler, et Herman et les siens tout autant que les autres. Après tout, si on a pris tout ce temps et ces risques pour s'éloigner de sa famille et de son bétail, ce n'est pas juste pour essayer d'impressionner le clan voisin avec des boucliers et des lances. Les orateurs se succèdent devant les prêtres, et chaque chef y va de sa harangue, avec son clan et ses alliés. Les hommes comme Herman huent les propositions qu'ils rejettent et agitent leurs lances en l'air pour celles qu'ils approuvent. Pas de mécanisme de vote compliqué. On lance des encouragements et on soutient bruyamment le chef qui semble le plus crédible. C'est une belle cohue pour savoir qui dit quoi et qui soutient quoi, plus ou moins organisé par les prêtres. Le mouvement de foule permet d'entériner les propositions qui plaisent, mouvement plus ou moins facile à manipuler et à mesurer, mais c'est ainsi que le groupe décide, tous ensemble. La guerre et les opérations militaires sont de grands sujets de discussion, mais ce ne sont pas le seul objet de ces réunions. La justice est aussi rendue normalement, car l'Assemblée peut par exemple trancher des conflits entre les clans avec un système d'amende qui arrête les vengeances. C'est aussi durant l'Assemblée que les jeunes hommes seront acceptés parmi la communauté en recevant leur armement. C'est l'entrée officielle à l'âge adulte sanctionnée par le groupe. Pour certains, ça ne sera qu'un rite de passage, et ils rentreront plus tard au village avec les aînés. D'autres resteront avec les chefs qui voudront les recruter pour leurs troupes personnelles, mais sûrement pas tous. Aux dernières nouvelles, le blé ne se ramasse pas tout seul, et Herman, pour sa part, n'a sûrement pas l'intention d'abandonner sa ferme. Ni sa vache. Mais bon, revenons à nos moutons. Un mécanisme presque démocratique, cette assemblée. Enfin, dans une certaine mesure, à la mode antique. Sans les esclaves, les étrangers, et probablement aussi sans les femmes. En mode, tout ce qui se passe à l'assemblée reste à l'assemblée. En tout cas, un moyen efficace pour arriver à rassembler et mettre en mouvement, vers la guerre ou la paix, tout un peuple. Quand on n'a pas d'infrastructure, de monnaie, et vraisemblablement pas d'écriture, l'assemblée, c'est le seul moyen pour qu'une tribu décide de quoi que ce soit. Les assemblées permettent donc aux hommes de discuter et de décider des grandes questions. Ça ne veut pas dire que tout le monde a un temps de parole équivalent ou que de grands débats philosophiques sont tenus sur l'essence du peuple chamave. Herman lui-même ne va probablement pas se lancer dans un grand discours, ni les autres paysans de son village d'ailleurs. Ce sont surtout les chefs qui vont monopoliser la parole. Tour à tour, entourés de leurs gardes personnels, ils vont tenter de s'imposer à la foule et obtenir le soutien du plus grand nombre pour se maintenir en place. Certaines familles et certains individus disposent traditionnellement d'un rôle de suprématie sur la communauté. Des hommes disposant d'une autorité consacrée par leur naissance ou leurs exploits guerriers. Parce que eux, ou leurs familles, ont su accumuler des richesses par le travail de la terre ou l'extorsion des voisins. Mais seule l'Assemblée peut confirmer ce rôle de leadership. Mais les choses ne sont pas figées dans la société germanique. Un homme qui, par ses prouesses, a démontré une capacité guerrière exceptionnelle et dispose donc de pas mal de richesses, peut représenter un grand pouvoir d'attraction et s'imposer en haut de la pyramide sociale s'il obtient l'assentiment du groupe.
Inversement, un chef qui montrerait de la faiblesse à la suite d'opérations de pillage ratées ou que ne disposerait plus de la richesse pour entretenir une troupe de guerriers autour de lui perdrait le respect de l'Assemblée et par là pourrait voir son pouvoir rapidement s'effriter. C'est pour cela que Herman veut écouter tous les orateurs et leurs propositions. Il veut s'assurer que de vrais chefs, les hommes les plus valeureux et les plus riches, sont vraiment aux commandes. Qui est toujours digne d'être un leader pour le groupe et doit recevoir un tribut pour entretenir sa propre famille et ses guerriers, et qui n'est plus à sa place. Les conflits et les opérations militaires sont l'un des sujets majeurs des discussions de ces assemblées, parce que c'est par le conflit armé et les victoires qu'on s'impose glorieusement aux yeux du peuple. C'est par les pillages, l'extorsion d'un tribut aux vaincus ou la capture d'esclaves qu'on peut disposer de richesses et se maintenir au sommet de l'échelle du pouvoir. Personne ne devient chef en maintenant la paix et en se faisant extorquer par d'autres hommes plus puissants. Et après plusieurs jours de palabres, de confirmation des chefs, de décisions de justice et de choix d'opérations en tout genre, l'assemblée prend fin. Avant de partir, Herman et son clan offriront des présents, et notamment de la nourriture, aux 10 chefs, qui ne vivent pas entourés de leurs troupes en vivant seulement d'amour et d'eau fraîche. C'est le prix de la protection que le chef va assurer pour eux, comme le signe de la soumission de Herman à l'autorité qu'il représente. Ça peut ressembler un peu à du racket que cette troupe armée qui demande allégeance et un tribut pour la protection de tous. Sans doute parce que, d'une certaine manière, ça l'est un petit peu. Et une fois l'assemblée terminée, une fois les chefs confirmés, les décisions de justice entérinées, Herman et son clan se remettent en route et rentrent au village, retrouver leurs femmes, leurs familles et leurs vaches. Et peut-être même pas dans cet ordre. Et c'est comme ça que finit l'Assemblée pour Herman et ses congénères. C'est plutôt démocratique autant qu'on puisse en juger, pas du tout une espèce d'anarchie sauvage qu'on a coutume d'imaginer. On a d'ailleurs parfois une image simpliste des sociétés tribales, mais on aurait tort de penser que ce ne sont que des sauvages, pour utiliser un terme péjoratif moderne qui désignerait des populations moitié hommes, moitié bêtes. Cette société était organisée avec des traditions religieuses, culturelles et militaires pour lier les hommes ensemble. Ces traditions étaient peut-être orales, mais ça ne les rendait pas molles ou sans intérêt pour autant. C'est ça la société des hommes libres des tribus germaniques, comme l'a décrit Tacite. Mais est-ce qu'au final, Hermann avait plus de liberté qu'un citoyen romain lambda? C'est un peu difficile à trancher, mais c'est tout à fait possible. En priorité, Herman est attaché à son clan avant toute autre chose. Mais cette identité se complétera avec un rattachement à un groupe plus large, vivant tout autour de lui. Un groupe qui occupe une région spécifique, qui dispose d'une langue, de traditions plus ou moins communes, qui servent de noyau d'agrégation entre les hippeux, et de quelques chefs qu'ils se choisissent. C'est ça la tribu germanique. Mais l'organisation de cette dite tribu n'est jamais définitive. C'est toujours en mouvement. Quoi qu'en disent les auteurs romains, ou notre propre imaginaire bâti autour de l'idée de nation éternelle et immuable. Hermann est donc un homme libre dans la pensée romaine de l'époque. Pas forcément libre dans le sens moderne du terme, mais libre de participer plus ou moins activement à la direction de sa tribu, et libre de choisir le chef qu'il va soutenir et à qui il devra payer tribut. C'est à la fois un sujet d'admiration dans le texte de Tacite, mais aussi d'inquiétude. Cette société assez égalitaire, finalement, enfin, toute proportion gardée, hein, assez égalitaire pour l'époque. Cette société renforce donc le sentiment qu'il est sans doute difficile d'imposer une paix ou une stabilité durable à ces peuples vivant dans une culture militaire si fluide. Des groupes qui se décomposent ou se recomposent en groupes divers au fil du temps et sous l'égide de chefs nouveaux ou anciens qui s'imposent sur les tribus, pour un temps en tout cas. Cette notion de liberté, toute relative, va rester vivace dans la culture germanique des siècles suivants. Le pouvoir des chefs, toujours soumis à l'approbation des troupes et à leur capacité à les enrichir pour conserver leur soutien, ne va pas disparaître de sitôt. Et des traces de ce modèle vont perdurer d'une certaine manière jusque dans la période mérovingienne, pour le meilleur comme pour le pire, comme nous le verrons. Mais pas de panique, notre histoire des hommes libres de Germanie ne fait que commencer. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.meropodcast.fr et à bientôt pour notre prochain épisode.